Bonjour, bienvenue à ce troisième rendez-vous. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, eh bien aujourd'hui nous allons parler de la déprogrammation de mémoire cellulaire. Avant de commencer, eh bien, je voudrais revenir à une citation bouddhiste, à vrai dire à propos de la simplicité, et je vais la transformer. Et je vais dire, pour se réaliser, il est important de réunir à la fois l'enfant innocent et des pensées élevées. La déprogrammation de mémoire cellulaire, qu'on va appeler DMC, ce sera plus simple, le permet bien entendu pas à pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est revenir à l'origine d'une mémoire que nous portons. Nous en portons de multiples, des bonnes, des mauvaises, des agréables, des vraiment pénalisantes qu'on peut appeler donc mémoire bloquante. Comment on s'y prend ? Eh bien, personnellement, je travaille avec le pouls. Mais on y reviendra une fois prochaine. Mais donc, nous définissons avec thérapeutes et thérapisants, vont définir la question pour aller donc dans la direction que nous souhaitons par rapport au problème à traiter. Il y a différentes sources de mémoire bloquante, car c'est en général celles-ci que les gens vont demander à traiter et non pas les bonnes. Et principalement, l'atavisme familial et également les vies antérieures. Ça peut être l'une ou l'autre comme voie, ou que les deux se rejoignent. On y reviendra. On va donc commencer par l'atavisme familial. On va donc chercher l'aïeul qui a généré cette mémoire. En général, on connaît un peu l'histoire familiale de 2, 3, 4 générations, au-delà non. Et une mémoire peut être extrêmement lointaine, elle peut remonter de 20 à 30 générations, et il m'est arrivé que ce soit bien plus que cela encore. On va donc, une fois que nous avons trouvé cet aïeul, on aura donc remonté la branche généalogique concernée par cette mémoire, et nous allons donc chercher qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet aïeul. En général, ça peut être une injustice, ça peut être un acte qui n'était pas toléré à l'époque et qui l'est par exemple aujourd'hui. Ça peut être une mauvaise action. On a toujours une branche dans notre arbre généalogique qui n'est pas très positive et on peut ainsi tomber sur un aïeul qui a vraiment très mal agi. Ce qui est très important, cerner l'époque de cet aïeul et vérifier donc si toutes les âmes de cette branche-là sont bien montées dans le monde de la lumière. Si ce travail n'est pas fait, le travail de déprogrammation n'agira pas. En faisant ce travail, eh bien, on va également soulever des secrets de famille. Ce n'est pas le but initialement, mais quelle famille n'a pas eu de secret ? Donc, dans la majorité du temps, on va tomber sur un secret de famille. Pourquoi on va s'y attarder ? Il y a, j'ose dire, toujours, même s'il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais et toujours, des répercussions d'un secret de famille sur plusieurs générations et même sur de très nombreuses générations, puisque ça fonctionne par cycle de 7 générations. Quelques exemples. Une femme mariée fait un adultère et attend un enfant de l'amant. Elle garde ce secret. L'enfant sera déclaré au nom du mari, alors que le père initial est autre. Autre secret de famille qui n'était pas si exceptionnel que ça autrefois. Une jeune fille est enceinte, on attend le moment de l'accouchement, mais on avait déjà trouvé une famille pour prendre cet enfant. Je n'ai pas dit adopter. C'était un couple stérile qui allait prendre donc cet enfant comme étant le leur et déclaré à leur nom. L'honneur de la jeune fille était sauf et le couple très heureux d'avoir donc ce bébé. Il y a aussi les croyances erronées que nous allons soulever en échangeant. Au cours de la séance, la personne prend conscience que telle chose, c'est normal, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, on va parler de croyances erronées et de soulever simultanément cette fausse croyance. Je pense que là, j'ai dit le principal par rapport aux branches généalogiques. On va maintenant parler des vies antérieures. À vrai dire, le processus est le même. Question initiale, mais là, on est donc dirigé vers les vies antérieures.
Les vies antérieures, ça fonctionne un petit peu comme si vous prenez un caillou, que vous lancez à la surface d'un lac, il va y avoir des ricochets. Cependant, c'est le caillou, initialement, qui aura généré cette réaction. Donc, nous allons rechercher la première vie qui aura généré cette mémoire qui est à traiter. Nous avons pu être un homme, une femme, nous avons pu avoir un choc dans l'enfant, en enfance, on a pu même décéder petit, peu importe, il y aura une mémoire que nous portons encore aujourd'hui. Nous allons donc remonter aussi loin que c'est nécessaire. Là encore, 20, 30 vies avant la nôtre n'est pas exceptionnel. Et là encore, on peut remonter beaucoup plus loin. Ce n'est pas un choix personnel, c'est que nous sommes guidés de cette façon-là. On va donc retracer ce qui s'est passé dans la vie de cette personne et également le sentiment qu'il y a pu y avoir par rapport à cette vie lors du décès. Cette question est importante, je dirais presque fondamentale. Il est reconnu, ça c'est aussi la philosophie tibétaine, mais pas que la philosophie tibétaine. Il est reconnu que nous montons dans l'autre monde avec l'émotion qui était en nous lors de ce passage, lors de notre dernier souffle exactement. Et nous allons monter avec. Et lors d'une réincarnation, nous allons revenir avec cette mémoire. Je développerai davantage ceci la fois prochaine. Cette mémoire va agir sur notre cerveau un peu comme une toile qui va enfermer notre cerveau et freiner les connexions. Le fait donc d'aller à la source de cette mémoire, c'est comme si que nous retirons cette toile et que le cerveau retrouve donc son aisance, va se libérer de cette mémoire et de ce fait, les connexions qui avaient été bloquées, freinées, voire bloquées, vont reprendre leur pleine activité, leur plein régime en quelque sorte. Alors, j'ai dit au point de départ que les vies antérieures et atavisme familial pouvaient se rejoindre. Effectivement, nous avons pu, dans une vie passée, avoir été un aïeul de cet atavisme familial que nous découvrons. J'ai dit également qu'il fallait vérifier donc si les âmes de tous nos aïeux de cette branche concernée étaient bien montées dans la lumière. Et donc si ce n'est pas le cas, je dois le faire, car comme je l'ai dit précédemment, sinon ce travail ne fonctionnera pas. Et il m'a été donné ce cadeau dans la vie de pouvoir faire passer des âmes dans le monde de la lumière. Je le fais avec elles, donc voilà, je leur demande cette permission, et en général c'est oui, 9,9 sur 10, c'est oui, et je discute avec elles et je lui demande donc de monter dans le monde de la lumière. S'il y a un refus, s'il y a une incapacité pour cette âme de le faire, ou si tout simplement l'âme est très négative et que je ne veux pas la contacter pour me protéger, eh bien, je fais appel à un être de lumière qui fait ce travail. Bien entendu, la séance terminée, je vérifie si toutes ces âmes sont bien montées dans la lumière et je le vérifie aussi une seconde fois lors d'un second rendez-vous pour justement vérifier l'impact de la séance. Je tiens également à préciser que ce travail, je le fais bien entendu à mon cabinet, mais pas seulement. C'est la seule méthode que j'accepte de faire à distance, car nous travaillons sur les vibrations et la distance ne compte pas. Il n'est pas exceptionnel que des gens habitant très loin m'appellent, c'est-à-dire l'Australie, c'est arrivé plusieurs fois, la Martinique et il y a d'autres pays. En attendant donc de reprendre ce thème une prochaine fois, eh bien vous pouvez regarder mon site guérisseuse-spirituelle.com qui est vraiment spécifique par rapport à cette approche-là, ou l'autre site www.bonnevillegiselle.net que j'ai déjà cité. Je vous dis pour aujourd'hui au revoir et donc à très bientôt.